franchement, Soso, ouais, moi, c'est une nana que je respecte parce que quand je suis rentrée à Clairefontaine, et c'est souvent que j'y pense, sans te mentir, c'est que bon, moi, j'avais pas de thunes à l'époque. Hein. J'avais mes subventions, ma mère non plus avait pas énormément de thunes. Donc, autant te dire que c'est bien que je sois à Clairefontaine aussi. Ouais. Enfin, bref. Et je devais partir, je devais rentrer en Guyane. J'avais besoin d'argent pour payer le billet parce que forcément, c'est pas le prix d'un ticket de métro. Et j'ai demandé à Soso et elle a accepté sans hésiter. Bon, elle m'a dit, par contre, Thomas, tu me rends mes sous. Et ça, c'est normal. Mais le fait qu'elle a accepté, qu'elle m'ait fait confiance, je me suis dit, ah ouais, quand même. Et moi, ça m'a permis de rentrer voir ma mère. J'ai fait au plus vite pour lui rendre ses sous. C'est normal, c'était une somme assez conséquente. Mais elle a fait le geste, quoi. Elle s'est pas posé de questions. Elle s'est pas posé de questions. Et du coup, ouais, Soso, ouais, c'est une belle personne parce que, ouais, franchement, elle m'a bien accompagnée, même pour me conseiller, pour me calmer, parce qu'elle était aussi à Clairefontaine, donc elle avait ce rôle de grande, quoi, en fait. Elle était déjà grande. En plus, elle travaillait au secrétariat de Clairefontaine et tout. Bah, c'était une madame, en fait. J'étais une petite jeune. Et puis même, tu vois, quand j'ai arrêté quand j'ai fait ma dernière année à Clairefontaine où j'ai signé à Montpellier, elle était à Montpellier à l'époque, ben, avec elle, elles n'ont pas hésité à me prendre chez elle. Le week-end, c'est chez elle que j'allais dormir. Elle me disait, ouais, Thomas, elle me mettait une tonne de pâtes pour courir le week-end. Mange. Non, franchement, elles ont été gentilles. Elles ont vraiment été top. Et à ce jour, elles sont, ouais, moi, je les vois différemment, en fait. Moi, je les vois pas comme les coachs de l'OL ou... C'est pour ça que je te dis, tu crées des liens et il y a des personnes, tu peux pas oublier. T'as effectivement eu des relations hyper, très mentorées avec Sonia et Camille. Et c'est vrai pas qu'elle. Hein, et pas qu'elle. Et je pense qu'on a tous des personnes comme ça dans notre entourage qui ont joué un rôle particulier, qui nous ont aidés quand on était en difficulté, qui nous ont donné confiance en nous, qui parfois par des choses un peu insignifiantes pour nous, nous ont permis de faire de grandes choses. Ouais. Remplir une assiette de pâtes quand on a 18 piges et qu'on gagne pas beaucoup sa vie et pouvoir être serein sur le fait de bien pouvoir manger avant d'aller travailler la semaine d'après, c'est hyper important. C'est des petites choses mais qui comptent. Donc merci à elles pour ce qu'elles ont fait pour toi et on serait ravis de les recevoir et qu'elles nous racontent leur parcours. Donc tu leur feras. Ah non, elles vont trop sortir elles ont trop de dossiers sur moi. Et c'est ce qu'on cherche. On cherche ça. Déjà que j'en ai trouvé pas mal, Elodie. Je pense qu'on va en trouver d'autres. T'inquiète pas. Et tu referas un autre épisode avec nous parce qu'on en fera deux. Avec plaisir. Non mais c'est important. Franchement, comme t'as utilisé le terme de mentor. Ouais. C'est exactement ça parce que nous on arrive jeunes. Ma génération, Louisa, Jessica, alors nous on est des bébés. Et puis t'as elle en haut, t'as Sonia, t'as Camille, t'avais d'autres qui peut-être moins de parler, mais parce qu'elles sont plus exposées aujourd'hui, donc je parle d'elles, mais c'est important parce qu'elles ont ce rôle de maman bis en fait. Encore une anecdote, une fois je jouais à Montpellier, et j'étais énervée, je fais saut d'humeur, je pète un truc de lumière, elle me prend comme ça sur le côté, et dit yeah, t'es pas chez toi là, tu fais pas ça, tu respectes. Des trucs comme ça en fait et ça commence par là en fait. L'éducation. Je suis très bien éduquée, mais c'est vrai que là dans un environnement que tu connais pas, tu fais pas n'importe quoi et c'est bien que qu'on te le rappelle en fait. Et j'ai plus jamais refait ça. Bon, j'ai eu d'autres sauts d'humeur, mais sans dégrader les affaires d'autrui, mais ces nanas là, franchement top. Et ben, on remercie tous les Camille Abili et tous les Sonia Bonpastor des gens qui nous écoutent. C'est marrant parce que sur chacune des invités que j'ai reçues pour l'instant, chacune a une personne ou des personnes comme ça qui les ont suivies. Je pense à Michel Rousseau pour Sarah Marek. Je pense pour Selma Amani, elle m'avait aussi parlé elle travaillait en gendarmerie, elle m'avait parlé de son chef qui avait beaucoup compté pour elle, et puis aussi ensuite d'autres personnes plutôt dans le foot dont je n'ai plus le souvenir, j'ai honte d'ailleurs de ne plus avoir le souvenir de ça. Mais c'est vrai que c'est hyper important et je pense que foot ou pas, c'est hyper important de s'entourer de ces personnes-là, des personnes qui nous poussent à réaliser des choses que nous-mêmes on ne se croyait pas capable de faire. Il y a aussi ça, cette notion de
de confiance et de motivation. Et oui, donc on parlait de Clairefontaine. Il y a eu Clairefontaine, parce que là, ça fait quand même pas mal de temps qu'on parle de ça, mais il y a aussi la suite après Clairefontaine, et c'est ça qui est intéressant. Quand on finit sa formation, on passe en club. T'es passé à Montpellier, au MHSC. Certains clubs commencent à te solliciter au-delà de Montpellier. Est-ce que tu te souviens, tu peux nous raconter comment tu arrives en club? On avait reçu Sarah Mbarek, donc on a reçu Sarah Mbarek il y a quelques semaines, et elle nous racontait que c'était Louis Nicolin qui l'avait appelé, icône du foot français, pour lui présenter le projet, et je lui avais dit, c'est fou ça, en fait, t'avais Louis Nicolin, un peu l'histoire du foot français au bout du fil. Est-ce que ça a été la même chose pour toi? Moi, j'ai pas eu Loulou. Moi, comment ça s'est passé sur ma dernière année? Donc forcément, tu as tous les clubs qui vont faire un peu leur marché sur les joueuses, hein, forcément, parce que on devient trop grande et il faut commencer à s'émanciper, tout simplement. Donc moi, j'en avais pas mal. Et j'ai choisi Montpellier parce que c'était le club qui me donnait le plus de... comment on dit ça? Le plus de... Voilà. On perd mon mot. De sécurité par rapport à ma famille. La condition number one pour moi à ce moment-là pour mon futur club, c'était qu'il puisse m'aider à faire entrer ma mère et mon petit frère en France, à Montpellier. Moi, je dis à Montpellier parce que c'est Montpellier qui l'a fait. Et du coup, ils m'ont trouvé un logement. Ils m'ont donné c'est cette sécurité-là. Et du coup, on a pu faire entrer ma mère, mon petit frère, et puis voilà, la carrière elle a commencé comme ça. Tu te rends compte que donc, ton premier critère, je le trouve assez fou parce que, et c'est pas du tout bullshit ce que je vais te dire, mais quand on est joueuse et qu'on a 18 ans, d'ailleurs, quel que soit son métier, quand on a 18 ans et qu'on commence, on pense à ce qu'on veut faire, on pense aux opportunités qui se présentent face à nous, on pense, je sais pas, aux équipements, à la structure. Toi, tu trouves un club et en fait, tu vas plus loin, tu vas aller chercher un travail aussi. Pour ta mère. Tu trouves un travail pour toi, tu as 18 ans. Donc c'est le club qui trouve. Ouais, mais à travers toi. C'est-à-dire que c'est une de tes conditions pour l'intégrer. Est-ce que tu te rends compte à cette époque de la pression que tu te mets sur tes épaules? Non. Non. La charge, la responsabilité. Non. Tu vois, je veux dire un petit truc. Hein. Quand je t'ai dit tout à l'heure, maintenant je fais ma petite vie, machin, mes frères. C'est parce que justement, j'ai beaucoup porté qu'aujourd'hui... c'est assez fatigant, mais après, il faut le faire quand même. Mais à ce moment-là, j'étais déter parce que ma mère voulait rentrer en France, que mon petit frère voulait rentrer en France, et que je voulais me retrouver aussi avec eux. Et je me posais pas plus de questions. Les équipements, je m'en fichais. En plus, je gagnais pas des masses. Hein. À Montpellier, je crois que je gagnais 800 balles, un truc comme ça. On nous avait trouvé un logement social au quartier Le Maçon. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis petit à petit, j'ai fait mon petit parcours de chemin. Maman, elle est restée avec Seb sur Montpellier. Et moi, j'ai été appelé pour aller jouer à Lyon 2 ans après. Ouais. Et puis voilà. Je t'en parle avec beaucoup de recul et je trouve ça super beau parce qu'en fait, t'étais, quand on a 18 ans, on n'est absolument pas obligé de porter le poids de sa famille sur ses épaules. C'est pas un poids, le mot poids peut paraître négatif et péjoratif, mais pas du tout. Et c'est ce que tu as fait, je trouve ça hyper mature. Je pense que tu as dû te prendre 20 ans de maturité en plein visage à ce moment-là. Clairement, ouais. Mais moi, je regrette rien. Et quand je fais quelque chose pour quelqu'un, c'est toujours avec le cœur, en fait. Donc, alors, pour ma famille, pour ma mère, c'est plus. Mais j'ai pas le temps de penser, me dire, c'est lourd, c'est pénible. Non, pas du tout, en fait. Faut pas penser comme ça. En tout cas, moi, personnellement, j'ai jamais pensé comme ça. C'est ce qui fait ta spécificité, puis le charme de toutes les personnes qui, comme toi, ne le font pas avec un objectif, un agenda un peu en tête, de se dire, il faut que je le fasse pour qu'on le fasse, en tout cas, qu'on me rende l'ascenseur. Et voilà, j'ai absolument pas de rebond pour ça. De toute façon, il y a pas à en avoir. Tu parlais de ce contrat donc tu avais 800 € par mois. Il faut repréciser qu'en on est en 2005, il n'y a pas de contrat fédéraux à l'époque. Si on explique pour les personnes qui nous écoutent ce que c'est qu'un contrat fédéral, parce que parmi les personnes qui nous écoutent, il y a des gens qui regardent le foot, féminin, masculin, n'importe.
Ouais. et d'autres qui ne connaissent absolument pas le foot. Les contrats fédéraux, c'est des contrats qui ont été mis en place par la Fédération française de football, notamment pour les filles, en 2008-2009, il me semble. Bah ouais. Les premières à avoir bénéficié de ça, c'est la génération Sonia. Elles étaient à Montpellier. Ouais. Donc, elles ont été appelées par Louis Nicolin. Et après, Jean-Michel Aulas les a appelées pour un projet. Donc, de Montpellier, il y avait Laure Lepailleur, Sonia Bonpastor, Camille Abili et Ouda Lataf. Ces 4-là qui partent à Lyon. Donc, elles nous laissent, nous les bébés, donc Louisa et moi, qui sont à faire et tout ça. Mais après, à contrario, il y avait Céline Deville, il y avait d'autres filles avec qui c'était génial les époques à l'époque à Montpellier. Et après, de là, ils sont venus nous chercher, les petites. Et puis, on est parti à Lyon. On en a parlé avec Sarah et Mara, qui est devenue coach de Montpellier juste après. Ouais. Et j'ai adoré son honnêteté parce que tu t'écouteras l'épisode, vraiment, tu l'écouteras, il est hyper intéressant, où elle nous raconte comment elle passe de joueuse à entraîneuse et les erreurs qu'elle a pu faire au départ. Et comment ça a été perçu par les joueuses qui jouaient. Et puis ensuite, comment elle a su se rattraper par la suite. Et puis elle nous a raconté deux choses qui étaient super drôles. Enfin, la créativité contractuelle de Montpellier. Par créativité contractuelle, je parle de ce contrat qu'on lui a proposé parce qu'il n'y avait pas de contrat fédéral. On lui a proposé un contrat de secrétaire, alors qu'elle était joueuse de foot, mais pour pouvoir justement avoir un contrat. Toi, c'était quoi comme type de contrat? C'était tu gagnais donc 800 € par mois. C'était lié à quelle activité côté Montpellier? Non, c'était pas lié à une activité. C'était vraiment pour le foot. Pour le foot. Ouais, c'était que pour le foot. Et même sans contrat fédéral? C'est-à-dire que le contrat fédéral n'existait pas, mais t'avais quand même... Là, tu me poses une colle. Hein. Franchement, je pense que... Non, j'avais un contrat... C'est vrai? Ouais, peut-être j'avais un contrat fédéral, mais très honnêtement, détaché de tout ça, ça fait que... Moi, j'ai dû aller, j'ai signé, j'ai pris les 800 balles. Et... Moi, je me suis plus occupée de la partie... ma mère, mon frère et tout, parce que moi, je me vois pas... J'ai pas travaillé à Montpellier, par exemple. Mais j'étais étudiante. Ok. Ah, d'accord. Voilà, j'étais étudiante parce que je me disais, il y a un truc qui colle, qui manque. Parce que je n'allais pas à la fac. J'ai été inscrite à la fac, mais je n'allais pas à la fac. Pourquoi tu n'allais pas à la fac, Elodie? Parce que je voulais pas faire STAPS, tout simplement. Tu sais qu'à Clairefontaine, quand on m'a dit, quand j'ai eu mon bac, j'ai dit, je voulais travailler avec les jardiniers à la SMECTA, un truc comme ça, pour rentrer un peu d'argent. On m'a dit, non, tu vas à la fac. Mais j'ai pas envie de faire aussi. Tu vas à la fac. Je suis allée à la fac. Du coup, j'ai fait les vacances à la fac déjà, en commençant à Paris, où j'ai connu mon premier amour. Ça, c'était une belle motivation. Et après, Montpellier, pareil, j'ai continué à la fac. Et je vais pas te mentir, hein, je faisais les contrôles là, de trimestre. Les partiels. Ouais, les partiels. Je me souviens même plus des cases. Je faisais des pouf, parce que je savais que je voulais pas faire ça, moi. Qu'est-ce que je faisais en STAPS? J'avais pas envie de faire ça. Ok. Donc c'était forcé, mais on était obligé de faire quelque chose. Il fallait s'inscrire quelque part. Je me suis inscrite là. Et qu'est-ce que tu réponds aux gens qui vont dire c'est pas très responsable comme discours, de dire c'est pas que c'est pas responsable. Je ne voulais pas faire STAPS. Je ne voulais pas être prof de sport. Je ne savais pas ce que je voulais faire à ce moment-là dans ma vie. Mais moi, là, toi, tu retiens ça, mais moi, je te dis aussi que... Non, oui. Moi, non. Non. La personne qui va écouter va retenir ça. Il faut réécouter ce que j'ai dit. Moi, je voulais travailler avec les jardiniers pour me faire rentrer un peu d'argent parce que je n'en avais pas. En gros, c'était ça. Et on ne voulait pas. Après, bon, à ce moment-là, je ne comprenais pas, mais je pense que ça ne collait pas non plus avec le statut et tout ça. Mais ça ne m'aurait pas dérangé de travailler avec des gens de Clairefontaine. Hein. En plus, je serais restée à Claire et tout. Et puis, j'aurais fait quelque chose entre guillemets, que je préfère faire, qui m'est utile, en fait. Et tu avais des besoins court terme qui étaient beaucoup plus importants que les choses que tu allais apprendre à la fac. Pouvoir faire ses courses, remplir son frigo. Parce que 800 € par mois, qu'est-ce qu'on fait avec 800 € par mois? Heureusement que le loyer n'était pas ouf, que ma maman aussi a travaillé et qu'on pouvait... sur les charges et tout, ça allait, on arrivait bien à synchroniser tout ça, mais ça pouvait être chaud, quoi. Tu fais des sacrifices. Et puis après, moi, en étant sportif de haut niveau aussi, on avait des dotations à l'année, donc du coup, ça me servait. Et à 18 ans, quand tu as 18 ans, tu penses à quoi? Tu penses à passer ton permis, ces trucs-là.
Et ça, j'ai dû économiser pour me payer mon permis, pour acheter ma première voiture que j'ai achetée à Jean-Marc Sen. C'était le docteur de l'équipe de France moins de 19 ans. Il m'a vendu une Ford Fiesta noire. Je le remercie parce que ça m'a beaucoup aidé. Jean-Marc Jean-Marc. Merci Jean-Marc pour la Ford Fiesta noire. Ouais, merci beaucoup, beaucoup. Un gars très, très doux, un gentil docteur. Et puis, il faut payer l'assurance et tout ça. Donc, moi, mes économies sont passées dans ça. Il faut savoir aussi que quand moi, j'étais à Clairefontaine et que ma mère elle était en Guyane, les moments où je ne jouais pas, j'allais chez de la famille sur Paris. Et j'avais de la famille qui... Bon, ils ont toujours leur restaurant et je travaillais un peu là-bas pour me faire de l'argent. Tu faisais des services en extra pour pouvoir juste avoir un peu d'argent. Ouais, ça me faisait de la monnaie. Ça me faisait de la monnaie. Mais tu sais que c'est marrant parce que quand je parle de foot pratiqué par les femmes, de foot féminin, qu'importe le terme qu'on veut utiliser, mais avec des personnes qui n'ont rien à voir avec ça ou qui ne regardent pas de foot, toutes ces personnes pensent que les joueuses sont rémunérées, toutes rémunérées, qu'elles ont un salaire, et quand je leur parle de double projet, quand je leur parle de contrat fédéral à Peanuts, quand je leur parle, toutes ces personnes sont un peu surprises parce qu'elles se disent mais c'est fou parce que c'est des joueuses qui jouent en première division, qui nous offrent un spectacle toutes les 2 semaines. C'est un spectacle, le foot c'est un monde du spectacle, c'est sportif et c'est un spectacle, c'est de l'événementiel. Ils sont tous super surpris de ça. Ouais, parce qu'en fait ils comparent aux garçons directement, et il faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Déjà, c'est dur d'exister dans un monde où, entre guillemets, c'est très masculin. Le foot féminin, c'est pas suivi de tous. Des fois, il y en a, ils aiment pas trop ça non plus. Bon, j'ai envie de dire, faut pas regarder si on n'aime pas. Venez pas critiquer si vous aimez pas. Regardez votre foot masculin et voilà, ça ira à tout le monde. Et surtout, ne comparez pas. Non. Forcément qu'on va pas gagner contre les garçons, même s'ils sont en DH. Mais c'est pas pareil. Chaque discipline est propre. On va pas mettre une boxeuse contre un boxeur. Alors pourquoi on compare les filles et les garçons dans le foot? J'ai jamais compris, mais écoute, il y en a qui continuent à le faire, qui continueront à le faire, donc ça fait partie du truc. Une dernière remarque et ensuite on reviendra sur Montpellier, mais j'ai l'impression, dis-moi si tu penses la même chose, tu sais, il y a 20-30 ans, le foot masculin était totalement différent forcément d'aujourd'hui. C'était beaucoup... le terme lent n'est peut-être pas le plus approprié, mais c'était un jeu totalement différent. Quand on compare, quand tu mets sur un écran à gauche et à droite 2 matchs, tu te rends compte de la grande différence. Je pense que pour le foot féminin, ça va probablement être la même chose. C'est même pas une question de lenteur, parce que c'est pas lent, c'est beau. Il y a des joueuses comme toi et d'autres qui sont ultra rapides. C'est technique. Mais je pense qu'il y aura une évolution dans les années à venir, et quand on mettra les 2 images, encore une fois, sur un écran, on verra la différence entre les deux. On se dira, en fait, c'est une question d'évolution, de progression. Plus on met les moyens, plus on peut encore plus former les joueuses, plus on met du staff encore plus adapté, plus les joueuses développent des choses qu'elles n'avaient pas avant. Ah oui, forcément. Après, c'est sûr, t'évolues avec le temps. Aujourd'hui, ce que les filles ont, c'est pas ce qu'on avait à l'époque quand on a commencé. Parce que moi, j'ai vu les débuts, j'ai fait les deux. La transition du semi-pro au professionnalisme. Donc forcément, quand tu mets les moyens, oui, tu deviens plus performante. C'est logique. Mais il ne faut pas comparer le garçon et la dame. C'est ridicule. Arrêtons de faire ça. Voilà, vous avez tous entendu Elodie. Arrêtez de comparer ouais, c'est ridicule. Les garçons et les filles. Si vous n'aimez pas, regardez pas. Si vous aimez, regardez. Meilleur message que tu puisses faire passer si vous regardez pas, à tous les CM de Winamax qui publient des trucs horribles pendant les matchs. Je sais pas si t'as vu les CM de Winamax pendant les matchs de l'Euro 2022 où ils faisaient des blagues. Ok, c'est des blagues, mais en fait c'est des blagues de mauvais goût. Ils regardent même pas les matchs et ils critiquent à tous ces CM de Winamax. Je leur enverrai ton extrait pour qu'ils arrêtent de faire ça, parce que franchement c'est pour ça aussi que moi je suis détachée des trucs comme ça, des réseaux, des papiers, parce que si tu commences à... Je connais des joueuses qui regardent à chaque fois ce qui se dit en commentaire. Faut pas regarder. Ça sert à rien. Oui, c'est dur. Ouais, c'est dur. Entre les blagues racistes, les préjugés, les blagues sexistes. Ou après, on va te tailler aussi sur ton jeu. Il faut arrêter. Faut pas regarder ça parce que ça devient malsain. Et après, on reste humain. Il y a des choses qui peuvent toucher. Il y a des choses qui peuvent toucher ta famille. Donc...
faut se préserver de ça et faire ta petite carrière tranquille. Et puis après, tu rentres chez toi, quoi. On digresse, Elodie, mais on parlait de performance. En parlant de performance, on va parler de Montpellier, puisque tu arrives à Montpellier, tu joues 2 ans et la D1 te découvre pour la première fois avec Montpellier. Un 11 septembre 2005, face à La Roche-sur-Yon, première titularisation. 2 mois plus tard, tu joues face à Soyons encore une fois. Et puis, tu ne fais pas les choses comme tout le monde, Elodie. Ton premier but, c'était un doublé et pas un but face à Compiègne. Comment on vit ces premières sensations sur le terrain, ces premiers ballons qu'on touche, le moment où on rentre, le but qu'on marque, qu'on voit passer et aller sur les filets, les célébrations. Je sais que c'est des moments qui sont quand même importants. Comment tu les vis? Tu me fais revivre ces trucs-là. Moi, j'étais avec mes potes, en fait. On faisait du foot. Oui, on savait qu'on devait faire des résultats, que c'était très important ce qu'on faisait. Mais sur le terrain, on prenait tellement de plaisir que on ne calculait pas ce qu'il y avait en dehors, en fait. Et c'est vrai que quand tu marquais, moi, j'avais pas de trucs particuliers à faire. Je faisais ça. Je courais, ou peut-être je dansais. Mais j'étais contente d'avoir marqué pour l'équipe, en fait. Et ce qui nous intéressait, c'était la victoire à la fin. Ouais. C'était ça, c'était vraiment c'était un jeu, quoi. C'est un vrai jeu, tu joues avec le cœur et tout. C'était vraiment top. Parce qu'on voit souvent le profil d'attaquant comme un profil un peu égoïste, mais il faut un peu pas d'égoïsme, c'est peut-être pas le terme, mais il en faut pour un attaquant. Il faut savoir saisir les bonnes opportunités et les convertir. Est-ce que toi, tu jouais pour l'équipe, tu jouais pas pour tes stats. D'ailleurs, tu les suivais pas du tout. Tout à l'heure, tu t'en as sorti. Je pourrais pas trop dire ce que faudra. Si tu as besoin de stats sur foot féminin, tu demandes à Romain Ballan. Comment? Romain Ballan, le monsieur qui fait les podcasts sur Deezer. Tu regarderas, je te donnerai le contact. Avec plaisir. Non, moi, je marquais 1, 2, 3. J'en ai même fait 4 buts par match. T'es contente, mais voilà. Après, tu repars au travail. Oui. Et t'as hâte de refaire ça parce que tu kiffes, en fait. Marquer ou passer. Ouais. Moi, je préférais passer que marquer. C'est facile à dire, parce que si tu entends ça, tu vas dire c'est parce que c'est plus simple de faire des centres. Ouais, non. Gérard Prêcheur te dira que c'est un geste technique très difficile, le centre. Et, surtout en pleine course, on arrive élancé, c'est ça? Surtout en pleine course très rapide, il faut aussi se rendre compte que quand tu cours très vite, Gérard Prêcheur aussi me le disait, c'est une technique, ça, de courir vite avec un ballon. Donc ça, on me l'a appris. On me l'a appris, le bon dosage, de pousser au bon moment, d'utiliser, de faire les bons appels, tout ça. J'ai passé des heures, des années sur ça, et jusqu'à la fin, je continue à faire ça, j'écoutais les coachs et tout. On te l'a appris par la répétition? Ah oui, et d'où l'importance de la tactique et de répéter les gestes, parce qu'on en faisait beaucoup. Et ça devient automatique. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit, j'ai été formé sur le côté à courir. Enfin, aller-retour, c'était ça de base. Et des fois, j'essaie de dénaturer mon jeu, parce qu'à chaque fois, il y a des gens qui... tant mieux, tout ce qu'on sait faire, c'est courir vite. Mais oui, gars, c'est ça qu'on me demande. On m'a prise pour ça. Donc oui, je cours. Ouais. Mais par contre, moi, quand je rentrais sur le terrain et que je voyais ma joueuse et qu'elle était en panique parce qu'elle se disait... le nombre de fois j'ai entendu ça. Aujourd'hui, cours pas trop vite. Est-ce qu'elle savait pas quand elle me disait ça? Dans ma tête, je me disais, mais je vais courir pour courir. Toi, je vais courir pour courir. Je vais te fatiguer, toi. Oui, parce que, encore une fois, pour ceux qui écoutent et qui connaissent pas le foot, si toi tu cours super vite, tu fais bouger tout le bloc avec toi. Donc elles aussi doivent être réactives et courir derrière. Surtout la latérale qu'il y avait en face de moi. Attends, et puis je savais que la fatiguait. Et puis après, que je sois titulaire ou remplaçante, quoi qu'il en soit, à l'époque, je tournais beaucoup avec Eugénie Le Sommer. Oui. Chacune faisait son taf, quoi qu'il en soit. Celle qui était sur notre côté, elle était déjà fatiguée. T'as fait le taf, tic-tac, allez, toc, et t'en remets une couche. Elles en pouvaient plus. Ça, c'était vraiment cool. Et il y avait de la concurrence, mais c'était une belle concurrence parce que... Tu parles d'Eugénie avec Eugénie? Eugénie, ou celle qui jouait à mon poste, parce que je n'étais pas polyvalente. C'est vraiment côté droit. Donc voilà, mais moi, si j'étais titulaire, je me disais, vas-y, je vais faire ce que j'ai à faire, je vais la fatiguer. En plus, le coach, il te le dit bien, tu me la fatigues et tout. Comme ça, après, Eugénie, quand elle rentre, tac, tac. Et inversement, si c'est Eugénie ou n'importe quel jeu,
Bah voilà. Après, Tommy, elle va rentrer, elle va mettre une couche et là, c'est terminé, quoi. Ouais. Et c'était beaucoup de discours comme ça. Mm. Et c'était mon identité de courir vite. Et j'ai eu ce truc de... Bah, j'ai eu cette période où, ouais, je regardais aussi ce que les gens ils disaient, machin et tout. C'était pénible. Je veux pas me justifier du fait que je veux raconter de ma vie, machin. C'est moi tranquille, on m'a dit de faire ça, je fais ça, quoi. Bien sûr, tu suis les instructions du coach. Et puis au-delà de ça, c'est ta patte en tant que joueuse. C'était mon identité. C'est ton identité qui apporte une certaine valeur ajoutée, une énorme valeur ajoutée aux équipes dans lesquelles tu jouais. Mais Il y a une vidéo avec des compilations de tes buts. Je pense qu'il suffit de regarder ces 5 minutes de but pour le comprendre. Et puis je pense qu'il y a un fond de jalousie finalement dans ces remarques, dans ces critiques, quand elles viennent peut-être d'autres personnes, que ce soit des joueuses ou d'autres staffs, je lisais certains des articles où tu disais que des parents et des personnes, d'autres joueuses, quand tu étais jeune, pouvaient dire ça. Il y a un fond finalement de jalousie ou peut-être de frustration parce que ces personnes-là n'ont pas les mêmes capacités. Et c'est pas grave. Ouais, en tout cas, tout ce que j'ai remarqué, la finalité, c'est que ça passait toujours, quoi. Après, il fallait juste peaufiner et continuer à travailler. Et voilà. Mais moi, mes milieux de terrain, que ce soit les Amandine, les Camille, les Wendy, les Lolo, quand elles voyaient que j'étais sur les starters, me demandez-leur qu'elles étaient bien contentes de mettre le ballon au point de corner pour aller parce qu'elles savaient que j'allais l'avoir. Et ça les soulageait bien. Et elle me disait, mais vas-y, toi, vas-y. Mais elles étaient contentes de ça. Bien sûr. Il y en a, Lusa me disait, Tommy, j'aimerais bien courir vite comme toi, avec son accent marseillais et tout. C'est des trucs comme ça. Et moi, du coup, je me suis plus concentré sur ce que mes collègues me disaient ou mon staff ou les personnes qui me faisaient confiance pour pouvoir performer sur le match. Bruno Bini, le sélectionneur, je l'ai eu en 19 ans et après on l'a eu en A. Une fois, il me le disait souvent. Il m'appelait mon petit oiseau des îles. Lui aussi, il a trop de dossiers sur moi. Ouais. Là, ce jour-là, je jouais pas. Et il me fait rentrer, clac. Il vient me voir, il me met la main sur l'épaule, il me regarde. J'appelle le poète. J'aime beaucoup Bruno. Il me dit, vole mon oiseau des îles. Vole. Là, je le regardais, j'avais compris. Il fallait courir. Dans tout ça, ça voulait tout dire. Et quand on me disait ça, c'est là que j'étais bonne. Ouais. C'est une bonne leçon que tu donnes en parlant de ça, parce qu'en fait, on peut l'appliquer dans tout milieu et pas que dans le sport et pas que dans le foot. Il faut aussi savoir se mettre des œillères et écouter les personnes qui font partie de notre équipe, quel que soit le type d'équipe, de notre entourage, et pas parce que ce que les autres peuvent potentiellement dire. C'est hyper important. Et en parlant on disait tout à l'heure que tu n'étais pas très stat, mais ta première saison à Montpellier, tu marques 3 buts et tu passes à 15 buts la saison suivante, donc tu quintuples tes performances en termes de buts. Qu'est-ce qui fait qu'on multiplie la performance en matière de buts marqués en l'espace d'une saison? Est-ce que c'est le temps de jeu, la confiance, les automatismes qui sont créés avec les joueuses avec qui tu as joué? Ouais, c'est pas le temps de jeu, c'est ça, les automatismes avec les joueuses. À partir du moment où tu es synchronisé avec ton équipe et que chacune joue avec les qualités des autres, moi, de mon époque, on avait toutes des qualités différentes. Il y avait des costauds, il y avait des blocs, il y avait des technicos, il y avait des rapides, il y avait des renards des surfaces. Et alors, là, je pense à Sandrine Bettini qui... Alors, elle, là, c'est une nana on l'appelait Brettigo. Elle marquait des buts, voilà les buts, c'est des buts des fois exceptionnels. Et le petit carré là devant les cages, ça, c'était sa surface. Tu pouvais lui mettre n'importe quel ballon qu'elle marquait. Et c'est ça que je te dis, c'est d'être complémentaire avec la joueuse qui est à côté de toi, parce que c'est là que tu fais le plus mal. Et nous, on communiquait beaucoup sur ça, et ça fait que notre machine, elle était bien huilée. Ça fait que de derrière, de Sarah Bouadji à devant, celle qui était en pointe, à Lotta Schilling, parce que j'ai pu jouer avec elle qu'Ada, tout était bien synchronisé, et ça fait que on était intouchable, imbattable. Et moi, ça m'a permis d'exploiter ma qualité plus avec bien sûr. Et est-ce que tu avais quelque chose à prouver sur cette dernière saison à Montpellier? Parce que tu parlais de Camille et de Sonia qui, pendant cette saison, au début de cette saison, avaient quitté Montpellier pour aller à l'OL. Est-ce que tu voulais je sais pas, démontrer quelque chose pour aller autre part? Non, j'ai jamais voulu montrer quoi que ce soit, j'ai jamais voulu prouver quoi que ce soit. Moi, je voulais partir à Lyon parce que moi, je suis une fille de la ville. Ouais.
Montpellier, c'est sympa, il y a la mer, il fait chaud, mais moi, ça me suffit pas. J'aime bien. Moi, je suis une Parisienne de base, j'ai grandi à Paris. Moi, Lyon, j'aimais bien. Et en plus, elles avaient un beau projet. Et puis, toutes les filles, elles étaient parties là-bas. Donc, franchement, on a suivi le cheminement sans se poser de questions. C'est au fur et à mesure que les choses se sont ramenées. Et puis, on a pris tac, tac. On n'a même pas eu le temps. Des fois, je dis à des collègues, ouais, j'ai pas eu le temps C'est quand j'ai arrêté ma carrière que j'ai pris conscience de tout ce que j'avais fait, par exemple. Chez moi, j'ai une vitrine qui représente toute ma vie. Voilà. C'est quoi? C'est tes trophées? C'est des trophées, même des trophées dans d'autres sports. Ce sont des photos, des accréditations de JO, de Coupe du Monde, mes médailles de Ligue des Champions, de championne de France, un petit pins, un nounours, un truc maillot symbolique. Échangé. Les maillots, alors j'ai aujourd'hui, bon, quand on me demande, je dis j'en ai plus parce que j'ai gardé certains pour moi, genre un maillot de Ligue des Champions, le premier, tac. J'ai beaucoup aussi échangé avec d'autres nationalités, d'autres nations, pardon. Donc j'ai ma petite collection de tous les pays contre qui j'ai joué aussi. Donc ça, ça reste personnel. Et c'est là que tu te rends compte que tu as fait du parcours. Simplement. Et que tu as beaucoup voyagé. Et ça fait plaisir de revoir tout ça, en fait. Tu vois, sur le fauteuil, juste à côté, il y a un maillot de l'équipe de France féminine. C'est celui de 2012 ou 2014, il me semble, ou 2015. Je me souviens plus. Celui-là, je l'aimais bien. En plus. Tu vois, je l'ai acheté sur Vintage Football. C'est un site qui vend des maillots de foot vintage. Tu vois, ils me demandent même pas de faire la promo de leur site. C'est juste que leur site est trop bien et on peut trouver des maillots assez sympas. Et on parlait de l'avocate timide fan de foot, fan de l'Olympique Lyonnais. C'est son anniversaire le 4 avril. Et donc, je vais te demander de le signer discrètement. Et je vais lui l'encadrer, je vais lui offrir pour son anniversaire. Ah, c'est gentil. Tu vois, s'il me restait des maillots, je l'aurais passé. Je pense que c'est l'intention et la gentillesse de le dire comme ça qui compte. Mais je pense que ça lui fera hyper plaisir. Je suis choton, elle est juste à côté en train de travailler, c'est pas quinte. Ouais, et Elodie, je pense que le fil rouge de ton parcours, ça reste ta capacité à marquer les gens. Tu les marques non pas en criant plus fort que les autres ou en te mettant en avant, tu les marques par ton humilité, par ta capacité de travail, par les choses que tu fais, mais que tu n'as pas besoin de dire. Et cette timidité sur les terrains cache aussi un tempérament joyeux, très joyeux, je le vois. Alors, t'es plus timide aujourd'hui, mais j'ai lu dans pas mal d'articles que t'étais quelqu'un de très timide. Un tempérament joyeux, vivant, ça se sent avec Jordan, là on passe un très bon moment et c'est chouette. Et puis, aussi, quand j'ai lu cet article de Libération dont je te parlais tout à l'heure, une certaine fragilité qui est liée et perceptible et liée aux épreuves de la vie, que tu as pu connaître comme tous et toutes. Tous ces mots-là que je viens de dire, je les ai en bouche, pas parce que je te connais, parce que ça fait littéralement, je pense, 1h30 qu'on se connaît, mais parce que ce sont les personnes qui t'entourent, qui t'ont entouré, qui les utilisent pour parler de toi. Patrice Lair, confié dans une interview accordée à Libération, il disait exactement, elle avait un petit salaire fixe, elle gagnait pas le SMIC, loin de là. Elle a trouvé un travail à sa maman, s'est accrochée jusqu'à l'offre de Lyon, qui est arrivée en 2007 avec la voiture, le logement et les primes. Je lui ai dit qu'elle méritait ce statut. Elle me manque vraiment. Elle m'a vraiment touchée par son sourire et même par ses absences, ses moments de détachement. On a eu l'impression qu'elle n'était plus là à certains moments et d'autres qu'elle revenait. Patrice Lair, finalement, il parle aussi de ton arrivée au MHSC dans cet article. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui t'a aussi beaucoup marqué dans ton parcours. Il parle de ces déjeuners que vous faisiez avec ta mère chez lui. Est-ce que tu peux m'en parler ? Ouais, moi j'aime beaucoup Patrice. Patrice, je l'ai connu, c'était le coach de Montpellier. Ouais. Quand je suis arrivé, encore petite anecdote, je viens pour lui faire la bise. Hein. Normal, je sais pas, moi, nouveau club. Il me tend la main. Oh, tu fais quoi ? Bienvenue. Ouais, bah, du coup, voilà. Alors, moi, ça m'arrangeait bien de donner la main aussi, mais je pense qu'il fallait faire la bise. Donc, c'était pas méchant. Hein, mais non, c'est pro. Plutôt rigolo. Et puis après, de là, s'en est suivi. Franchement, on a créé un lien avec Patrice. Et c'est une personne qui m'a beaucoup apporté humainement et professionnellement. C'est un mec qui a su me sortir de. Il a su me. Comment dire ? Il a su me faire
surpasser à certains moments. Et ça, c'est fort. Parce que Patrice, c'est un mec, c'est un sanguin. Soit t'aimes pas. Moi, On le voit sur les personnellement, terrains de D1 quand c'est ouais, réel. ouais. Alors moi, j'aimais bien, moi, personnellement, comme ça. Cette communication-là, moi, ça m'allait bien, ça me dérangeait pas. Donc, j'ai jamais eu de problème avec Patrice. Et ouais, c'est vrai que des fois, ouais, j'allais manger chez lui, avec sa femme, sa fille, avec ma maman, on buvait des coups. Alors, le rhum, ça rapproche, hein. Petit punch par-ci, bon, ça c'est cool. Mais au-delà de ça, ouais, on avait un vrai lien et qui n'est pas parti. Moi, j'ai pas besoin d'envoyer des messages tous les jours aux personnes que j'aime pour leur dire que je pense à eux. Je peux rester hyper longtemps, mais je sais que demain, s'il est là, je suis là, ou peu importe qui, ça changera pas la relation. Et Patrice, ouais, ouais, c'est un mec que j'ai beaucoup apprécié durant ma carrière. Et encore une anecdote, je me rappelle, il me faisait, pour te dire, le foot, comment j'étais détaché, donc il a fallu déjà, sur ma formation déjà avec le ballon, et après, tactique, il me faisait des feuilles. Voilà, tu te positionnes là, clac, tu fais ci, t'as compris, le bloc, tac, tac. Oh là là, oui, oui, j'ai compris, passer les feuilles. Sonia, Camille, quand j'allais le week-end, t'as compris, Tommy? Voilà, tu fais comme ça, tac, tac, ouais. Parce que ça rentrait pas, c'était pas automatique. Et c'est là que j'ai compris aussi que le foot, c'était pas que technique ou courir derrière un ballon. Ouais, il y a une, je veux dire ça comme ça, mais il y a une vraie recherche, hein. Tactiquement, ouais, il faut réfléchir, quoi.